Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier atelier du Forum économique breton. On va commencer avec quelques minutes de retard. Donc, je suis Alexandre Collomb, directeur de Bretagne Compétitivité. Alors, en quelques mots, quel est cet ovni dans l'écosystème breton ? C'est tout simplement le rapprochement de l'Ariste Bretagne, qui était une structure portée par la CCI depuis une trentaine d'années, et Créative, une organisation basée à Rennes, qui est bien connue aussi dans la région, notamment pour ses dispositifs Chrysalide. Alors, on a fait la proposition suivante. Alors, ouais, Bretagne Compétitivité, en quelques mots, c'est de l'accompagnement à la stratégie, au management de l'innovation, à l'intelligence économique dans les entreprises, avec une cible plutôt orientée PME et plus particulièrement dans l'industrie et les services à l'industrie. Donc, on intervient en conseil, en formation, et on propose des actions de veille dans les entreprises. Et comme je le disais, on en reparlera en conclusion, un des temps forts de l'association, c'est l'animation de Chrysalide Écoactivité, entre autres, qui s'est tenue au mois de juin cette année. Alors pour piloter tout ça, on a un collectif d'élus, de chefs d'entreprise, donc Philippe Martineau qui est président de l'association. J'ai aperçu aussi Marie-Laure Collet. Mesdames et messieurs, une session plénière intitulée « L'accompagnement des transitions environnementales et sociétales au service de l'autonomie des territoires » se tiendra à 10h15 dans l'auditorium situé au rez-de-chaussée. Merci. Merci à vous. Donc je disais Marie-Laure Collet qui est présente aussi, qui est membre du directoire aux côtés de 8 chefs d'entreprise de la région. Et vous pourrez, donc tout à l'heure, Philippe interviendra à la Web TV à 14h pour en dire plus sur nos travaux. Alors sans plus tarder, on va passer au sujet de cet atelier de 45 minutes qui porte, comme les 2 jours et comme beaucoup d'événements en ce moment, sur les transitions. Alors on a voulu... donner la parole à des entreprises qui ont pris ce sujet-là à la fois dans leur activité, hein, c'est pour certains le cœur de leur sujet d'intervention. Et puis, on a voulu aussi avoir un panel d'intervenants qui avaient des approches assez complémentaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas cibler sur l'approche purement environnementale, on va parler d'innovation sociale, notamment de modèle économique. Et puis l'autre particularité, on a fait le choix de faire parler des gens du territoire de Saint-Malo. Alors le FEB, le B, c'est Bretagne, mais c'était bien aussi de zoomer sur ce territoire qu'est le pays de Saint-Malo. Alors pour animer tout ça, Christophe, qui fait partie de l'équipe de Bretagne Compétitivité, qui, aux côtés de Laure Briantais, a accompagné ces 3 entreprises dans leur démarche depuis quelques mois, voire quelques années. Donc Christophe, je te laisse la parole. Merci Alexandre. Donc tu as fait la présentation, donc c'est très bien. Je vais remercier nos 3 invités, Thomas, Ondine et Marc, qui représentent 3 entreprises du territoire, donc 3 entreprises innovantes qui vont nous présenter tout à l'heure leurs activités. Je vais remercier aussi Morgane Pennec, conseillère à la CCI de Saint-Malo, qui interviendra tout à l'heure pour nous donner quelques... Mesdames et messieurs, 2 labs se tiendront en simultané. Deuxième lab, Bretagne Compétitivité, avec son directeur Alexandre Collomb. Nous sommes tout attentionnés. Donc, je disais Morgane qui va nous présenter tout à l'heure quelques chiffres clés sur le volet économique et emploi sur le territoire de Saint-Malo. Je vais commencer par Ondine. Donc, Odyssey est une toute jeune entreprise qui fait suite à l'atelier du Petit B, pas le Grand B, je m'étais trompé, du Petit B. Est-ce que tu peux nous présenter les activités de ton entreprise ? Est-ce que ça fonctionne ? Ok. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, moi j'avais lancé les ateliers du Petit B que vous connaissez peut-être à Saint-Malo il y a quelques années, en 2017. Je suis biologiste marin de formation. J'ai travaillé à la station marine du Muséum d'histoire naturelle à Dinard à l'époque. Et en fait, j'ai eu envie de
de pouvoir proposer une autre solution pour protéger l'environnement et notamment les océans, parce que c'est ce qui a toujours dirigé mes choix, la protection de l'environnement. Et donc, j'ai lancé ces ateliers à l'époque, et ce sont des ateliers pour apprendre à faire soi-même ses propres cosmétiques de manière naturelle et sans impact sur l'environnement. C'était aussi une manière pour moi, c'est ce qui a permis de sauver ma peau, parce que j'étais à l'époque j'ai une peau sensible et très très réactive, et c'est ce qui a permis d'enrayer ces processus, ces réactions. Et donc j'ai rencontré plein de monde pendant ces quelques années d'animation d'atelier, c'était vraiment passionnant. Mais j'ai souhaité vraiment aller plus loin parce que je ne pouvais pas répondre à tout ce que je souhaitais. Notamment, j'avais envie de remettre le côté écologique. Je souhaitais une approche plus éco-responsable, une approche plus globale au niveau de la cosmétique. Et c'est comme ça qu'est né Odyssey. Donc Odyssey, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une approche plus globale au niveau de la cosmétique. On va avoir 3 piliers. Le premier, ça va être des ateliers pour apprendre à faire soi-même ses cosmétiques de manière naturelle, éco-responsable. Donc on crée un réseau d'animatrices, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, un peu en miroir de ce que j'avais fait moi sur Saint-Malo. Le deuxième pilier, c'est on propose des matières premières et du matériel à vendre. Et le troisième, c'est une gamme de produits finis qu'on souhaitait lancer vraiment en miroir par rapport à ce qu'on proposait en atelier, en totale transparence. Et c'est ce qu'on a lancé donc, ces derniers mois. C'est vraiment la nouvelle proposition de Odyssey. Et donc on a lancé nos 3 premiers produits. Il y a 3 crèmes qui arrivent aussi à l'automne. Et ce qui va être le pilier commun à toutes ces propositions, c'est notre orientation au niveau de l'approvisionnement des matières premières. On voit beaucoup de choses en do-it-yourself avec des matières premières qui viennent de l'autre bout du monde. On voit énormément de... il y a beaucoup de choses, avec des matières premières qui traversent la moitié de la planète pour arriver jusqu'à nous. Et finalement, en France, on a beaucoup de ressources incroyables qui sont souvent d'ailleurs issues de... Alors c'est ce qu'on essaye avec lesquels on essaie de travailler, issues de coproduits de l'industrie. Donc c'est des manières de valoriser ces coproduits de l'industrie. Il y a des huiles végétales qui sont issues du marc de cidre quand on fait du marc de pomme quand on fait du cidre, pardon. Et donc on a réussi à en faire une super huile. Idem avec le pruneau, l'industrie du pruneau. On arrive à faire une huile de prune tout aussi précieuse, la mirabelle. Et on a des eaux aussi, des eaux florales, pareil, qui sont issues de l'industrie, de la production des huiles essentielles. Et nous, c'est vraiment, c'est là-dessus, moi, que j'avais envie de recentrer ma proposition. Et aussi mettre du marin dans nos produits cosmétiques, parce que la richesse du milieu marin, on en parle de plus en plus, mais voilà, moi, je suis biologiste marin, amoureuse de la mer, passionnée, j'habite à Saint-Malo, et c'était une évidence de pouvoir remettre du marin dans les cosmétiques. On voit beaucoup de cosmétiques marins, surtout en Bretagne, mais là, c'était aussi la proposition en atelier et pouvoir être en toute transparence, montrer aux gens comment c'est facile de pouvoir intégrer des produits marins dans nos produits. Donc, on va avoir des crèmes à l'eau de mer, par exemple, qui sortent à l'automne. On a des huiles d'algues, on a des actifs marins qui sont développés par des entreprises très innovantes en Bretagne. Voilà, je me suis peut-être un peu... Merci Ondine, tu as respecté le temps. Je vais passer à Marc. Marc est un des 3 associés de 3D Tex. Donc 3D Tex a lancé son activité textile il y a tout juste 1 an et voit sa croissance exploser, on va dire aujourd'hui, ses demandes, en tout cas clients. Est-ce que tu peux nous présenter l'origine de ce lancement d'entreprise, cette activité ? Merci beaucoup Christophe et merci pour l'invitation également. Donc comme tu le disais, la première origine de notre société de 3D Tex, c'est déjà 3 personnes, 3 associés. Basile Riquier qui est dans la salle, Gwendal Michel qui est à l'atelier en train de faire tourner l'épicerie quand même, et moi-même. Donc c'est 3 personnes qui sont tous les 3... dans l'industrie textile depuis de nombreuses années, 60 ans, à nous 3, je vous laisse faire le calcul pour certaines personnes. Voilà. Donc une expérience textile forte, essentiellement en Asie. On a beaucoup travaillé en Asie ou avec l'Asie. Et on a commencé on s'est rendu compte des dysfonctionnements du système, comme toute personne qui travaille dans ce milieu-là se rend compte des dysfonctionnements de la part de la production, mais aussi de la consommation, avec des prix qui
qui n'arrêtent pas de baisser, qui sont complètement décorrélés avec la réalité des vêtements que l'on porte. Le prix des vêtements que l'on achète n'a plus rien à voir avec le coût économique, mais aussi le coût pour la planète et le coût social. Ce sont des choses qu'on a sciemment mis de côté. Donc nous, face à ce constat-là, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Et on a souhaité, ça fait plus de 7 ans maintenant qu'on travaille sur un projet d'industrialisation et de réindustrialisation en France. Il y a un petit peu plus de 2 ans, nous sommes avec la rencontre d'une technologie, ce qui va sans dire que réindustrialiser à tout crin, sans tenir compte des coûts et des réalités économiques, ça n'a pas réellement de sens. Ça n'a tellement pas de sens que ça fait plus de 30 ans qu'une entreprise textile n'avait pas vu le jour en France ex nihilo. Ça n'existe pas. Il y a les derniers des Mohicans qui soutiennent les dernières des entreprises avec beaucoup de courage, d'abnégation et d'investissement personnel et financier. Mais ex nihilo, reconstruire une entreprise textile durablement, ça n'existait pas. Donc il nous fallait pour ça avoir, d'un point de vue économique aussi, tout simplement une justification. Et ça a été la technologie. Notre technologie, donc, on s'appelle 3D-Tex parce que depuis la conception du produit, c'est-à-dire tout ce qui est prototypage, tout ce qui est mise au point, jusqu'à la fabrication, on travaille en 3D. En fabrication, c'est facile à comprendre, ça veut dire que nos produits n'ont pas de couture, par exemple, et sont construits en une seule pièce. En contre-typage, ça veut dire qu'on va faire des avatars de nos vêtements en scannant des fils et en tricotant de façon virtuelle, avec un ordinateur. On tricote comme si c'était une machine et on sort un produit qui est 100% conforme avec le produit qui sortira de la machine plus tard. Et entre les deux, il y a aussi toute la mise au point. La plupart du temps, les gens construisent des vêtements en 2 dimensions. Or, même les gens très très maigres, ils sont en 3D quand même. Donc, d'une manière générale, à un moment donné, il faut intégrer la 3D. Et ça, ce sont des choses qui demandent des allers-retours, de prototypage, beaucoup de temps et beaucoup d'argent et d'énergie qui sont gaspillés. Et nous, on fait ça de plus en plus avec un mannequin cabine virtuel que l'on vient habiller avec notre pull virtuel. Et on regarde si ça passe, si ça passe pas. Et on fait un minimum de prototypes. Tu parlais donc de l'origine de la création. Donc évidemment, on connaît bien le tricot. Gwendal a été directeur d'une usine de tricot au Bangladesh pendant de nombreuses années. On a eu une personne qui nous a accompagnés quasiment dès le départ, qui est notre directeur de production, qui a dirigé une entreprise en France, un atelier textile du côté de Quimper, fabricant de pulls. Et donc, c'est la connaissance des produits et la possibilité de varier les produits aussi. Dès le départ, on souhaitait que notre entreprise soit adaptable. Notre volonté, c'est de rendre la fabrication française accessible, donc de se tourner plus vers la distribution que vers le luxe. Donc ça aussi, ça rendait le projet possible, parce que le nombre de pulls, il y a plus de 2 pulls par habitant qui sont achetés tous les ans en France. Ça fait un vrai potentiel. On avait ce potentiel-là qui était existant. Et du reste, nos clients principaux nous ont fait confiance quasiment dès le départ, avant même qu'on ait la première machine dans l'atelier. Merci Marc. Je vais passer la main à Thomas. Donc Thomas, Kahoot a été créé en 2016 et propose déjà une large gamme de produits. Tu nous présenteras les produits. Je crois qu'il y a des photos qui passent derrière. Peux-tu nous présenter déjà ton équipe et ton entreprise? Bonjour à tous. Je suis extrêmement mal à l'aise. Kahoot, donc, c'est une société qui s'est créée il y a 6 ans autour de l'idée de Tiny. En fait, maintenant, tout le monde connaît la Tiny House, donc je peux aussi gagner du temps. En fait, je pense que vous connaissez déjà. Dans le contexte d'il y a 6 ans, c'était complètement curieux comme idée. Surtout que Kahoot, c'est une tiny house très très petite. Et l'objectif du projet, c'était d'être les premiers, de prouver qu'on pouvait faire une tiny house qui soit plus légère, qui soit totalement composée de matériaux naturels, hors châssis et matériaux de couverture. Et surtout de rentrer dans l'homologation caravane, puisque les tiny houses qui étaient naissantes à l'époque ne rentraient pas du tout dans la réglementation, dans la législation. Moi, le but, vraiment la porte d'entrée du projet, c'était prouver qu'on pouvait faire ces 3 choses à la fois, c'est-à-dire faire un habitat
écologique, roulant et homologué. Voilà. Donc ça a fonctionné. Après un long travail de prototypage et de partenariat avec les services de l'État de l'Adréal. Et suite à ça, le but du projet n'était pas forcément de produire ces petites maisons, c'était plutôt de montrer que c'était possible de le faire et de le mettre dans les mains d'autres personnes qui voudraient derrière les exploiter d'une façon que moi, maîtrisais pas. Et comment dire, ça me rendait curieux, mais je me positionnais pas comme fabricant de maisons, si vous voulez. Sauf que il y a plein de gens qui se sont mis à m'en demander que quand on est créateur d'entreprise et qu'on invente un truc, on est très touché, même personnellement, du fait qu'on nous le demande. Du coup, il y a cette flatterie qui fait qu'on a envie de répondre. Hein. Et puis, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque où l'éco-habitat et, à vrai dire, l'écologie vraiment pratique, quotidienne, n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire ce que c'est depuis le Covid et ce que c'est depuis cet été. Donc, il y avait un militantisme particulier dans le fait de s'accrocher à un tel niveau de radicalité dans la conception d'un habitat et d'un ouvrage, en fait, que ce soit un habitat ou autre chose. C'est-à-dire qu'on fabrique nos portes et fenêtres, on fabrique nos colles, on fabrique nos peintures, on travaille exclusivement en feuillu pour des questions d'empreinte permaculturelle sur les sols, sur les territoires. Tout l'acier qu'on utilise est évidemment français et fabriqué par des artisans locaux. Et il y a très peu d'acier. En fait, il y a un châssis qui est minimaliste à l'extrême et une toiture en aluminium qui est faite par un artisan d'ici. Tout le reste vient d'ici, est transformé ici, est transformé par nous. On n'achète quasiment pas de produits à l'industrie, en fait. Alors, comme mon discours n'est pas du tout construit, je pars dans tous les sens. Là, j'ai envie de partir vers un autre truc qui est peut-être pas du tout le sujet maintenant. Tu es très bavard, Thomas. C'est vrai? J'ai parlé longtemps? Non, mais juste un truc, c'était quoi déjà? C'était quoi déjà? Bah, je sais plus. Voilà. Tu auras le droit à la parole encore. Oui, c'est ça. On va passer maintenant au volet écologique et notamment les leviers activés par chacune des entreprises. On va commencer par Marc. Donc Marc, la filière textile est considérée comme très polluante. Des projets de loi sont en cours pour limiter notre exportation de déchets et valoriser la filière de recyclage. Peux-tu nous dire comment 3D Tex compte contribuer à cet effort écologique ? Alors, comme on aime à le dire chez 3D Tex, le meilleur des déchets, c'est déjà celui qu'on ne produit pas. Parce que le recyclage, c'est très bien, ça a un avantage économique évident pour les gens qui vivent du recyclage. Mais si on apprend, de par l'industrie, de par les machines, de par l'éco-conception, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, à ne pas générer de déchets, c'est extrêmement plus vertueux, évidemment. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Nos machines, de par le fait qu'on travaille en 3D et sans couture, nous permettent de limiter les déchets. Vous imaginez un vêtement, en règle générale, c'est une laisse de tissu. Hein, tout le monde voit à peu près ce dont je vais parler. On prend un patron, donc c'est les formes des différents... pour simplifier, un t-shirt, c'est 5 morceaux qu'on assemble. D'accord ? On prend le patron de chacun des morceaux, on le met sur le tissu et on coupe. Et forcément, il y a des déchets, c'est-à-dire les résidus de coupe. Ben ça, à partir du moment où on construit nos vêtements en 3D et sans couture, on divise par 10 la quantité de ces déchets. Il y en a toujours. Voilà. Ils sont tellement faibles, nos déchets, qu'on peut, pour l'instant, pas réellement les recycler. Parce que, on parlait de recyclage tout à l'heure, le recyclage, c'est industriel. Si vous n'avez pas 1 tonne de déchets à recycler, bon courage. Nous, on a tellement peu de déchets que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution. On travaille dessus, mais voilà. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de se dire, la fabrication en 3D, ça génère beaucoup moins de déchets. La deuxième des solutions pour lutter contre ce côté très polluant de l'industrie textile, c'est qu'on travaille massivement avec des fils issus de recyclage. On travaille avec une filature qui est située dans le Tarn, à Brassac, qui recycle des anciens pulls, qui recycle des ceintures de sécurité, qui recycle... Enfin, c'est leur métier, il s'appelle la filature du parc. Voilà, c'est des gens, ils ont inventé le recyclage du textile.
Ça représente environ 30 à 40% de nos produits. Et ensuite aussi, on réduit notre empreinte carbone parce que tous nos fils sont soit européens et européens proches, genre italiens, soit français. Donc ça, c'est vraiment notre façon la plus forte de lutter contre la pollution du textile, c'est de ne pas générer de déchets, d'utiliser du recyclé et de prendre des fils qui sont fabriqués presque localement. Tellement localement qu'on participe aussi à la dynamisation, à la redynamisation de la filière lainière française. En France, il y a 13 millions de têtes de moutons à peu près. Et ben la laine de ces moutons qui doivent être tondus, hein, c'est pour leur bien. Cette laine-là, il n'y a pas si longtemps, elle était encore brûlée ou jetée ou envoyée en Chine pour faire des matelas ou pour faire de l'isolation. À vil prix, hein, c'était vendu 20 centimes du kilo. Et aujourd'hui, les Chinois n'en veulent plus. Donc voilà, on redynamise aussi, on essaye de redynamiser et on fait nos premiers pulls en laine française de moutons français, fabriqués en France. Marc, on va passer à Thomas avec des enjeux très différents, des enjeux liés à l'habitat, notamment à l'artificialisation des sols et aux enjeux de mobilité. Peux-tu nous dire ta vision des évolutions futures liées à l'habitat? Ah oui, c'est vaste. En 2 minutes, quoi. Les 3. L'idée un peu de Cahut, quand même, c'est... Voilà, j'ai trop d'idées en même temps. Au tout départ, la première idée, c'était de se dire que il faut commencer par utiliser ce qui existe. Donc, on a de l'habitat disponible, on a des ruines, on a de quoi faire déjà en rénovation. Et si on construit quelque chose d'autre, il faut que ce nouveau produit, donc qui a généré des échanges d'énergie, donc qui a généré de la pollution, qui a impacté, quoi, que ce soit le plus petit possible, pour que son impact soit le plus petit possible, pour que sa gestion, notamment thermique, soit la plus simple, la plus sobre possible. Et on y rajoute la mobilité parce que vu que c'est petit, c'est pas que c'est petit pour être mobile, c'est petit pour être peu impactant. Et cette petite chose qu'on crée devient du coup potentiellement déplaçable. Et déplaçable, ça peut être parce qu'elle est montée sur des roues, ça peut être parce qu'on peut la gruter pour la déposer sur quelque chose, ça peut être parce qu'on peut l'héliporter, l'hélitreuiller quelque part. Je pense notamment à des alpages ou des choses comme ça où il y a vraiment des besoins là professionnels. Ploum, ploum, ploum. Donc, ma vision de l'habitat, c'est ça. C'est pas le fait de. Je ne défends pas le fait de vivre dans petit. Je pense que c'est intéressant comme expérience. Je pense que c'est intéressant comme ascèse, même ponctuelle dans la vie, dans des moments où on peut se le permettre, où on n'a pas d'enfants, peu importe. Ce que je défends, c'est le fait de, quand on crée du nouveau, qu'on soit conscient de l'impact que ça a et du coup qu'on essaie de le minimiser au maximum. Voilà. Après, c'est intéressant de travailler, quand on commence à travailler sur des petites structures comme ça, qui sont du coup facilement déplaçables, qu'on peut envisager de déplacer, on peut commencer aussi à phaser dans le temps la création d'un habitat. Et ça, c'est une autre dimension vachement intéressante. Le fait de se dire qu'en tant que primo-accédant, j'achète un premier module, le cœur de mon habitat, qui va demeurer son cœur tout le temps. Et qu'ensuite, en fonction des besoins, en fonction de mon budget disponible, en fonction du contexte, je puisse venir y coller une chambre supplémentaire, un bureau, une chambre pour le petit, un jardin d'hiver, enfin voilà. Ça veut dire que je peux phaser dans le temps mon investissement, ça veut dire que je peux m'adapter et à mes revenus et au contexte, par exemple, économique global, comme maintenant, par exemple, enfin, comme les mois à venir. Ça veut dire aussi que je peux me déplacer, ça veut dire aussi que je peux n'utiliser une chambre que quand j'en ai besoin, que je peux mettre une chambre pour ma vieille mère que pendant que j'en ai besoin. Voilà. Donc en fait, toute cette nouvelle façon de penser l'habitat sans plus le penser comme quelque chose de centralisé, dans lequel finalement, en fait, si j'essayais de résumer la pensée pour pas sortir des 3 minutes, que j'ai déjà explosé théoriquement, ce serait le fait de se dire qu'on s'est mis à faire augmenter notre surface de vie
et d'essayer de résoudre tout notre bien-être dans notre habitat. On surinvestit vachement notre habitat, on fait de la décoration d'intérieur, on paye un nombre de mètres carrés inutile, incroyable, on fait des mètres carrés chauffés passifs pour mettre des bouquins ou des fringues, enfin des objets qui n'ont pas besoin d'être isolés en fait. Et c'est un peu délirant économiquement, je pense que c'est un peu délirant psychologiquement, je pense que ça nous fragilise et que ça nous coupe de l'extérieur et que c'est partie du problème. Et que si on essaye de réduire un peu son habitat cocon, c'est-à-dire l'espace dans lequel on a besoin de se protéger et de se réfugier, et donc que cette partie-là est très saine, de très haute qualité, et qu'on vient lui adjoindre des parties qui ont besoin d'être moins chères, enfin qui n'ont pas besoin d'être aussi chères en fait. On peut réussir à créer des nouvelles façons d'habiter qui sont nettement plus équitables, pas égalitaires mais équitables, c'est-à-dire que vraiment en fonction des besoins de chacun et des possibilités, on crée un habitat toujours sur une base saine et peu impactante. Voilà. Et si je peux juste rajouter un truc, désolé. Ah, c'est marrant, j'ai des trous. Incroyable. C'est ce que je disais, me donner une idée pour un autre truc, mais j'ai perdu. S'il y a une troisième intervention... Oui, tu as encore une chance tout à l'heure. Yes. Je précise quand même que Thomas, tu as choisi aussi d'utiliser des ressources matières premières locales, et c'est aussi important dans tes pistes de développement qu'on évoquera tout à l'heure. Oui. Voilà. C'est vrai. Donc, Ondine, la cosmétique aujourd'hui voit de nombreux, on va dire, émergences de projets autour de l'écologie, de la fabrication locale. Comment Odyssey se positionne vis-à-vis de cette nombreuse concurrence ? Effectivement, depuis quelques années, on voit que la cosmétique naturelle prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de parts de marché. Et c'est tant mieux parce que voilà, trop longtemps, on a été la proie des gros industriels. Et en fait, quand j'ai créé Odyssey, vraiment l'idée, ça a été justement de retravailler sur les formulations en disant, voilà, moi je partais du do-it-yourself, donc on partait vraiment le do-it-yourself. Souvent, on fait un minima, un cosmétique, une huile, une eau florale, un émulsionnant pour lier tout ça. Pour une gamme, alors moi je souhaitais monter un petit peu en qualité, mais surtout je souhaitais me repartir à partir de ce qui existait, ce que disait Thomas, mais on part de l'existant, et là je partais de l'existant français, donc je suis allée me renseigner un petit peu pour voir tout ce qui existe justement en France, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure déjà, mais ces matières premières qui sont issues de valorisation de coproduits de l'industrie, c'était essentiel en fait de pouvoir les intégrer parce qu'en plus ce sont des matières nobles, des matières premières nobles qui sont les hydrolats, les huiles végétales dont j'ai parlé. Il y en a plein d'autres. Il y a de l'argile marine. Et donc quand on a commencé à retravailler les formules, j'ai vraiment commencé par faire du tri, à enlever tout ce qui était superflu, à regarder ce qui était existant. Pour pouvoir après les intégrer. Donc on travaille avec un laboratoire qui est situé à Brest, qui est spécialisé en cosmétique marine, donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que le laboratoire avait tendance à nous proposer des matières premières qu'ils avaient référencées, parce que c'est comme ça qu'ils travaillent en général. Et du coup, voilà, on s'est mis une difficulté supplémentaire parce que donc on est allé vraiment à la rencontre des producteurs et non des fournisseurs. Et dans ces producteurs qu'on avait identifiés, il y en avait plusieurs, environ 30% à peu près, qui avaient jamais travaillé avec la cosmétique. Et la cosmétique nécessite une forte réglementation. Et donc il a fallu accompagner ces producteurs pour pouvoir se permettre de les utiliser dans la cosmétique. Donc voilà, moi j'ai vraiment travaillé d'abord dans la matière première, voir comment on pouvait valoriser ces matières premières pour en faire des beaux produits, au lieu de faire l'inverse comme c'est fait régulièrement. Et moi aussi je voulais dire autre chose. Et voilà. Je sais plus. C'est très bien. Ça me revient. Très bien. Nous allons passer donc au volet. Non, c'est juste pour donner un exemple des produits qu'on a, par exemple, pour illustrer mes propos. Les 3 produits aujourd'hui qu'on a sortis, donc c'est un baume solide qui est à base de cire d'abeille de Cancale, d'huile de prune, d'huile de Mirabelle. On a mis des huiles d'algues qui sont fabriquées à partir d'algues récoltées à Molène et transformées à Brest.
Voilà, ça c'est l'un de nos produits. L'autre, c'est un baume à lèvres qui est à base d'huile de pomme qui est fabriquée à Plouer-sur-Ance. On a mis du miel et de la cire d'abeille de Cancale. On a mis une huile de pépins de pomme, non j'ai déjà dit, une huile d'algue aussi, pareil, qui est transformée à Brest. Et le dernier, c'est un masque gommage en poudre, un 2 en 1, qui est sans breton. On a mis de la spiruline, de l'argile marine, de la poudre de coquille d'huître qui est ramassée à la main en Bretagne, un gélifiant marin. Enfin voilà, on a vraiment des choses extraordinaires en France qui sont souvent peu valorisées parce qu'on a l'habitude des industriels qui ont des propositions un peu toutes faites avec des matières premières qu'on voit souvent venir, qu'on voit souvent passer. Mesdames et messieurs, la session plénière intitulée L'accompagnement des transitions environnementales et sociétales au service de l'autonomie des territoires ainsi que les deux Vous avez quelque chose à rajouter? vont commencer d'ici quelques instants. Enfin, oui. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger vers les salles adéquates. Merci de votre attention. Ça nous fait une transition Voilà. pour passer au volet économique et social. Avant de donner la parole à nos invités, Morgane va nous donner quelques chiffres clés et un éclairage sur, puisqu'elle connaît bien les entreprises du territoire de Saint-Malo, et notamment les difficultés de recrutement et on va dire de logement également sur le territoire. Oui, c'est vrai qu'en lien avec ces entreprises qui sont en développement et en transition, effectivement, il y a cette problématique de l'emploi. Donc un sujet qui est récurrent et quasiment quotidien, que l'on entend quotidiennement dans les entreprises. Donc la CCI, effectivement, publie des chiffres clés, donc de la data sur les entreprises en Ille-et-Vilaine. Et donc là, j'ai repris les chiffres clés sur le territoire de Saint-Malo, puisqu'on faisait un petit focus territoire ce matin. Donc sur Saint-Malo, ce sont l'emploi privé salarié, c'est 23 000 salariés en 2022, qui se répartissent sur 5 900 établissements. Ça représente 10% de l'emploi en Ille-et-Vilaine, donc sur le territoire de Saint-Malo. Alors on voit la répartition effectivement entre l'industrie, la construction, le commerce et les services. Ça va évidemment, tout le monde comprend que le commerce poussé par la restauration et l'hôtellerie, ça représente un poids très fort pour le territoire. Et donc l'emploi industriel, c'est 3 000 emplois, 5% pour l'industrie, donc représentant effectivement 3 300 emplois. Principalement, les entreprises du territoire, ce sont des entreprises de moins de 5 salariés. C'est-à-dire que 85% des entreprises du territoire ont moins de 5 salariés. Il y a un chiffre qui est important aussi. Plus de 35% d'immatriculation entre 2017 et 2022. Plus 35%. Donc c'est énorme. C'est à peu près le même chiffre sur Saint-Malo que sur l'Ille-et-Vilaine, mais ça veut dire aussi qu'il y a une forte attractivité. Le Covid, on en discutait juste avant là, avec Thomas, a aussi sans doute accéléré ces changements de vie. Et donc voilà, Saint-Malo est un territoire très attractif pour les entreprises également. Et on comprend bien une particularité aussi du territoire qui est la problématique de l'habitat, du coût de l'habitat. Et donc les entreprises nous disent régulièrement on n'arrive pas à recruter parce que les salariés nous disent ça coûte trop cher de venir travailler à Saint-Malo parce que ça coûte trop cher de se loger. Donc c'est une question à laquelle aujourd'hui on n'a pas forcément de réponse. Donc ça, c'est un constat, ce sont les chiffres. Maintenant, il faut des leviers pour trouver des solutions. Les entreprises qui sont autour de la table trouvent leurs propres leviers en faisant de la formation, en faisant aussi de la formation de la sous-traitance, je pense à 3D Tex sur les ESAT par exemple, en communiquant aussi, on parle de marque employeur, donc il y a un aspect communication, donc les entreprises doivent aussi travailler sur ces sujets. Et puis, il y a un dispositif aussi que je voulais évoquer, qui a mis en place Saint-Malo Agglomération sur un job qui s'appelle Un job pour mon conjoint. Donc, avec un accueil personnalisé des conjoints de nouveaux entrants salariés sur Saint-Malo.
Et il y a 35 entreprises partenaires et donc les CV des conjoints circulent parce que ça peut être aussi voilà, une façon de fidéliser les salariés sur le territoire. Voilà. Merci Morgane. Pour ces quelques chiffres. Donc tu as introduit pour moi les sujets importants qui vont arriver pour les 3 entreprises. Je vais commencer par Thomas. Je disais tout à l'heure que ton souhait était d'utiliser des ressources locales. Peux-tu nous, juste assez simplement, en quelques minutes, pour laisser un peu de place aux questions-réponses, nous dire comment tu envisages ton développement en réseau ? Alors en fait, c'est directement lié à la façon dont on fabrique. En fait, aujourd'hui, on arrive à un truc un peu aberrant où finalement des Américains des États-Unis vont venir m'acheter une petite maison fabriquée localement en Bretagne. Et en fait, ce qu'ils achètent, c'est le design, donc très bien, ça peut se comprendre. Mais ils achètent aussi le mode de fabrication. Donc on va faire 9000 bornes par bateau à un truc parce que c'est écolo, donc ça va pas. Du coup, je veux pas répondre à cette demande-là. Et ça tombe pas mal, puisque j'ai pas non plus envie de... C'est-à-dire, je suis plutôt favorable à l'éparpillement quand même. Le côté industrie centralisé qui concentre 500 emplois et un comité d'entreprise et énormément de matières qui arrivent et de camions qui vont et viennent. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne solution. Donc ce côté éparpillement qui est très cohérent avec l'usage de matières locales, puisque encore une fois la matière locale n'est pas infinie, donc il faut bien que la production soit raisonnée aussi localement, sinon on va déboiser vraiment localement, ce qui serait horrible. Du coup, l'idée c'est plutôt d'aller créer des petites structures. On sait qu'à entre 7 et 10 personnes, on arrive à fabriquer une vingtaine de belles maisons tous les ans, que la société est rentable, qu'elle est saine, que ça se développe, que tout va bien en fait. Du coup, plutôt que d'essayer de centraliser, faire un système, alors ça ressemble un peu aux franchises, il y a le système des franchises qui est particulièrement intéressant, et d'aller en fait vraiment faire partir d'ici un peu le cœur éthique et de vision et de formation et de R&D. Et puis ensuite, aller plutôt essaimer pour qu'il y ait de la production locale en Amérique du Nord, au Japon, dans les pays scandinaves, enfin partout. En fait, la demande est mondiale sur ce qu'on fabrique, nous. Et on est les seuls à faire ça, et on n'a pas de concurrence. Enfin, on est 2, il y a une autre boîte au Japon. Et on se retrouve finalement débordé par une demande qu'on ne peut pas honorer sans rentrer dans un système hyper productiviste, qui serait complètement incohérent avec l'objet qu'on fabrique. Donc en fait, il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi, encore une fois, je me suis barré sur ce sujet-là, moi ? Parce que tu me demandais comment on fabrique. En fait, ce mode de production par petite unité éparpillée, c'est, à mon avis, le seul moyen de garantir que le socle éthique du projet n'est pas dévoyé à aucun moment. D'un autre côté, je trouve que c'est aussi un très bon moyen de sortir de certaines logiques un peu soit très localistes ou nationalistes ou tout ça voilà, dont je suis pas convaincu et qui me plaisent pas plus que ça. C'est-à-dire que j'ai pas plus envie de créer 300 emplois bretons que 300 emplois ailleurs. En fait, c'est pas la question. J'ai envie de créer un système, de participer en tout cas à la réforme partielle d'un système qui montre ses limites et dont on voit bien qu'il ne marche pas, fondamentalement. Donc voilà, que ces emplois soient créés ailleurs, ça me va très bien, tant que les gens qui y travaillent s'épanouissent et que tout ça est durable dans le temps, parce que en termes d'énergie et d'extraction de matière est durable. Et là, notamment, pour finir... on lance un projet dans 2 endroits assez opposés, un projet à La Réunion, un projet à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec la création là aussi d'ateliers locaux, avec des entrepreneurs, des entrepreneuses qui créent vraiment leur atelier. Donc c'est pas, c'est leur business local. Donc on envoie des cahutes dans un premier temps parce qu'elles forment finalement le showroom et la preuve de concept et un outil aussi pour qu'ensuite ce premier modèle évolue. Donc on en envoie 4 à Saint-Pierre-et-Miquelon là au mois de juillet, ça va être trop cool, et 2 à La Réunion. Après, le but,
est-ce que ça répond un peu à ta question quand même? Je vois ça aussi comme une sorte de petite cellule darwinienne qui va subir sa propre évolution. C'est-à-dire, je ne crois pas que mon rôle de chef d'entreprise et de créateur, ce soit de définir ce que va être une maison à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est peut-être plutôt de définir, de trouver des solutions techniques, de proposer des esthétiques, de garantir une sorte de label éthique, une vision, quoi. Mais c'est pas forcément de dire à un entrepreneur, une entrepreneuse, cette maison doit être comme ça, doit coûter tant. Et voilà, c'est pas forcément ça mon rôle. Donc je suis aussi le premier intéressé à voir ce qu'une maison qui part de Dinard va devenir à Saint-Pierre-et-Miquelon dans 3 à 4 ans, et va devenir à La Réunion dans 3-4 ans, va devenir au Japon dans 3-4 ans. Et je pense que ça peut être une façon différente, en tout cas j'espère que ça peut être une façon d'infuser dans le milieu industriel de façon un peu différente. Merci voilà. Thomas. Thomas est intarissable sur les notions d'éthique. Bavard, quoi, du coup. Ouais. Ondine, Odyssey a également un souhait de développement réseau avec une philosophie un petit peu différente. Tu peux juste nous décrire ton modèle économique via le développement réseau? Effectivement, nous on part sur un modèle un peu particulier. Aujourd'hui, donc on est 2 associés, et pour créer ce réseau d'animatrices, on a souhaité faire en fait un petit peu ce que je faisais à l'époque des ateliers du Petit B, c'est-à-dire sous format d'auto-entreprise. Ça permet aux personnes qui vont être animatrices d'être totalement indépendantes, de gérer leur emploi du temps, de faire justement aussi les ateliers là où elles sont, là où elles vivent. Alors, pareil, on les laisse en fait autonomes sur leur localité. Et donc on est dans la formation, donc on recrute des personnes qu'on va former, auxquelles on va apprendre ce métier d'animatrice cosmétique. On les forme pendant une semaine sur tous ces sujets-là. Et ensuite, on leur apporte, en termes d'outils, tout ce dont elles ont besoin pour animer des ateliers. Donc, ça passe de la plateforme de réservation au back-office pour gérer les réservations, aux matières premières, donc les matières premières justement qu'on a sélectionnées en amont, qu'on est capable de leur proposer aussi à un tarif professionnel, ce qui est intéressant parce que c'est pas évident quand on se lance dans ce monde-là. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneuses qui se lancent de manière indépendante, mais voilà, elles n'ont pas accès à toute cette proposition. Donc ça, c'est intéressant. On est vraiment là pour les encadrer. L'idée, c'est de créer un réseau d'entraide pour être plus fortes ensemble, finalement. Et pouvoir vraiment travailler tous ensemble. Donc c'est plutôt mon associé qui s'appelle aussi Ondine comme moi qui s'en occupe. Et donc là on a formé 4 personnes au mois de mars. On va chercher d'autres personnes à former pour les prochains mois. On aimerait par exemple aller à Rennes, se développer à Rennes. On n'est pas sous format de franchise, on est vraiment sous format aujourd'hui pour l'instant de dire on transfère un peu notre savoir-faire, on apporte nos outils qui fonctionnent, voilà. Et en plus d'animer des ateliers, elles peuvent aussi du coup compléter leur revenu en vendant à domicile nos produits, nos matières premières. Voilà, ça fait une offre globale finalement. Voilà. 3D Tex a aussi a pris une voie différente également pour pallier aux difficultés de recrutement que mentionnait Morgane tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste nous décrire les projets émergents, puisque c'est tout récent? Oui, alors c'est une réalité. Morgane en parlait tout à l'heure. Le marché de l'emploi est relativement tendu. En Bretagne d'une façon générale, et à Saint-Malo en particulier. On a un des taux de chômage les plus bas de France. Donc, ce qui veut dire que le recrutement quand on dit une entreprise en fort développement, hein, on a 1 an d'existence et aujourd'hui on a une 30aine de personnes qui travaillent avec nous. Et puis on a des objectifs de développement pour assez rapidement être une 50aine dans l'atelier. Le recrutement, ça devient une vraie problématique qu'il nous faut gérer. Donc on l'a géré d'abord, avant de parler de notre nouveau projet, on souhaitait leur rendre hommage, on l'a géré avec Pôle emploi qui fait un travail formidable. On oublie de le dire souvent au niveau des entrepreneurs, on oublie de dire que Pôle emploi, c'est d'abord
l'allié numéro 1 quand on cherche des personnels. C'est pas l'intérim, en tout cas pas pour nous, et c'est pas le recrutement par des agences qui finalement ne connaissent pas forcément notre métier. Donc ça, c'est la première partie qui était importante. On a aussi investi fortement dans la formation des gens, puisqu'il faut à peu près 1 an pour que les personnes connaissent notre métier. On a été fortement aidés, là aussi, par Pôle emploi, mais énormément aussi par la région Bretagne. Il faut savoir que en région, on a la chance d'être beaucoup aidé pour la formation des personnels. Et comme on a une tendance à grandir très vite, qu'on a une dimension sociale dans notre projet qui est importante. Évidemment, quand on veut réindustrialiser en France, la dimension sociale, c'est pas une dimension économique uniquement, c'est aussi une dimension, on l'a dit tout à l'heure, écologique, mais aussi sociale. Je parlais des 3 casses à fabriquer en Asie. La dimension sociale, elle est importante. Et donc, on a mis en place avec les ESAT d'Ille-et-Vilaine, on est en train de mettre en place un atelier adapté qui travaillerait pour nous, exclusivement pour nous, et qui prendrait environ 30% de nos capacités de production. Donc la croissance et le recrutement, il se fait en interne. On a une croissance interne parce que c'est important. Il y a des métiers que l'on ne peut pas externaliser. Et aussi en externe, avec cette dimension sociale qui pour nous est essentielle. Voilà. Merci Marc. Il nous reste quelques minutes pour des questions-réponses, notamment vos questions. Il y a des questions ? Pas de questions ? Ça peut être très bien, on est en retard. Donc, pour conclure, je vais déjà remercier nos invités de venir témoigner. Et je vais en profiter en une petite minute pour vous présenter les différents dispositifs qu'anime Bretagne Compétitivité chaque année. Donc, Chrysalide Écoactivité qui met en avant les entreprises, on va dire, écoactives, innovantes. Donc là, la session, on va dire 2023 est ouverte, tout juste ouverte. Donc vous pouvez candidater. En termes de Chrysalide, vous avez aussi Chrysalide Industrie. Chrysalide Industrie cette année en fin de parcours. Et notamment, les lauréats seront récompensés au forum à l'Open de l'Industrie, qui se tiendra le 13 octobre à Saint-Brieuc. Et nous avons également un 3e dispositif, Chrysalide numérique, qui est aussi en cours. Donc voilà les 3 dispositifs qui permettent de mettre, on va dire, en avant ces entreprises dont Ondine est passée par Chrysalide Écoactivité. Thomas et Marc sont actuellement dans le dispositif Chrysalide Industrie. Je vous remercie à tous.